Il faut le dire, oui les amis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de JT et justement les amis, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'Alpine A290 parce qu'on vient justement de faire la présentation statique et c'est assez intéressant tous les retours que vous avez pu faire. Juste pour recontextualiser, on parle de la première sportive 100% électrique d'Alpine et évidemment vous étiez au rendez-vous pour faire des critiques. Et notamment la première qu'on va mettre un peu de côté, c'est le fait qu'il n'y ait pas un moteur thermique dedans. Je vous entends les amis, je suis d'accord que ça aurait été mignon également, mais on va pas changer l'industrie et quelque part les constructeurs notamment de sportives doivent commencer à tâter un petit peu le terrain sur les sportives. Donc on accepte l'Alpine A290. Par contre là où vous avez été plus mécontent encore, c'est sur le fait qu'elle ne fasse que 220 chevaux pour la version la plus puissante puisqu'il y a également une version de 180 chevaux avec un 0 à 100 qui est annoncé à 6 secondes 4 et une Vmax à 170 km/h. Et là, vous étiez en mode, pour une voiture électrique qui va coûter au passage 38 000 €, c'est largement pas assez. Parce que j'ai l'impression qu'on est tous un peu matrixés par l'électrique et que pour vous, voiture électrique doit rimer avec des 0 à 100 à 3 secondes, etc. Sauf que ce que je vais vous inviter à faire dans ce JT, c'est d'aller regarder un petit peu la réalité du segment de l'Alpine A290 pour voir si justement c'est une voiture qui n'est pas assez puissante et également si c'est une voiture qui est trop chère. Parce que quand on regarde les chiffres de la réalité, eh bien, c'est assez intéressant de se constater ce qu'on va constater là tout de suite maintenant. On va commencer tranquillement sur le même segment avec la Peugeot i208. Les amis, prix de départ pour la version 136 chevaux, on est à 33 080 €. Pour une version qui fait 136 chevaux avec un 0 à 100 en 8 secondes 1. Et pour la version 156 chevaux qui est sortie récemment, on est à un prix de départ de 38 130 €. C'est-à-dire que on parle même pas d'un véhicule sportif, même pas d'un petit peu un toucher de route très spécifique Peugeot Sport mort dans l'œuf. Et on est à 38 130 € les amis. Déjà on commence juste comme ça, tranquillou. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller voir la Bart 500e qu'on a testée sur la chaîne, qui est une voiture dynamique. Franchement, c'est comme ça qu'on peut la définir. On a essayé la voiture sur circuit, c'est assez amusant. En termes de puissance, on parle de 155 chevaux pour 235 Nm de couple, avec une batterie de 40,7 kWh, parce que c'est même plus petit que la 290 ou la Peugeot i208. Et le prix de départ, il est de 36 900 €. Voilà, avec un savoir-faire qui n'a rien à voir très probablement avec ce que Alpine aura mis dans la 290. Ensuite, on va aller jeter un œil à des trucs un peu plus récents. On a la Lancia Y qui justement a la version 156 chevaux de la 208, prix de départ 34 800 €. La version la plus chère coûte 39 500 € et ils ont justement présenté, c'est ça qui nous intéresse, la version HF qui d'après eux, Stellantis, est mise au point par la division Motorsport de Lancia qui essaye de renaître de ses cendres. Et là en puissance par contre on commence à parler. On est à 240 chevaux pour une voiture électrique avec un 0 à 100 qui serait en 5 secondes 8, donc mieux que la 290, et une batterie de 54 kWh, ce qui je crois est équivalent à la 290. Et on n'a pas le prix, mais si la version la plus haut de gamme actuellement de la Lancia Y est à 39 500 €, on peut déjà se positionner à facile 44 000, 45 000 € pour la version HF. Et ce sera intéressant de voir si justement Lancia Motorsport est capable d'offrir plus de plaisir automobile. Mais déjà en termes de tarifs, on se rend compte que l'Alpine à 290 à partir de 38 000 €, eh bien au final elle est positionnée de manière assez intelligente si on observe que la i208 et la Lancia Y HF. La Lancia Y classique parce qu'on n'a pas le prix de la version sport qui arrivera plus tard. Et d'ailleurs sur ce moteur HF qui pour le moment est à 240 chevaux, on sait déjà qu'il peut offrir 280 chevaux parce que sur l'Alfa Romeo Junior qui s'appelait Milano avant, en un claquement de doigts, un communiqué de presse, on est passé à 280 chevaux pour certainement la différencier un peu de la version électrique de la YHF qui arrivera l'année prochaine, je crois. Donc déjà, l'Alpine en plus, en termes de timing, ils ont de l'avance, mais on va parler de la Mini Cooper électrique, qui elle également, et presque on pourrait se dire, clairement, Alpine se sont, placés en concurrent de la Mini parce que en termes de puissance on a deux moteurs, 184 chevaux pour 290 Nm de couple avec un 0 à 100 en 7 secondes 3 et une version 218 chevaux pour 330 Nm de couple avec un 0 à 100 en 6 secondes 7. Et
Juste pour placer un petit peu les choses, si on parle de la version à 180 chevaux, prix de départ 34 000 € avec une batterie plus petite que sur l'Alpine. Et si on parle de la version 218 chevaux, prix de départ 38 000 €, tiens donc, avec une batterie qui est sensiblement équivalente à l'Alpine avec 54,2 kWh. Et attention les amis, il y a aussi le paramètre du style qui est intéressant. Et une version équivalente en termes de style chez Mini, c'est la finition John Cooper Works. Prix de départ, 46 840 €. Voilà. 46 840 €. On parle pas d'une sportive. On parle d'une voiture qui a une gueule de sportive et qui n'a pas de préparation très spécifique, contrairement à la 290. Donc ça vous donne déjà un petit peu un état des lieux du marché, et ce prix de départ de 38 000 € sur l'Alpine, compte tenu du travail qu'ils ont essayé de faire, même si forcément, vu qu'ils partent d'une R5, tout n'est pas fini avec un niveau d'excellence incroyable, mais la réalité du marché fait que cette Alpine A290 me semble plutôt positionnée de manière cohérente sur le marché des petites voitures électriques à l'heure actuelle. Et en fait, il faut aussi prendre en compte un truc intéressant, c'est que on sait déjà que les vraies concurrentes de l'Alpine A290, ce sera la Cupra Raval, qui a déjà été annoncée avec un moteur qui serait à 226 chevaux pour un 0 à 100 en 6 secondes 9, et la Volkswagen ID2 GTI qui aura potentiellement les mêmes performances. Alors, j'ai tendance à penser qu'ils auront également un moteur un petit peu plus costaud, notamment par exemple pour la version ID2 GTI. Mais pour le moment, vous voyez qu'en termes de spec, on est dans un spectre qui n'offre pas des performances complètement folles. On ne nous parle pas de version à 300 chevaux, etc. Ça viendra peut-être après, avec des versions 4 roues motrices, etc. Mais pour le moment, l'Alpine A290, dans ce qu'elle a annoncé, et encore une fois, on est au tout début de son histoire, est dans les clous par rapport à la concurrence. Et en fait, ce qui certainement vous matrixe un peu le cerveau, c'est le fait qu'il y ait des véhicules comme la MG4 X-Power qui offre 435 chevaux, 600 Nm de couple. Le 0 à 100, il est en 4 secondes et des poussières, peut-être, ouais, c'est ça. Et on a également la Cupra Born VZ, 325 chevaux, 545 Nm de couple. On peut penser à la ID3 GTX qui a les mêmes performances que la Cupra Born VZ. Et on pourrait même aller sur la Model 3 Performance qui offre 460 chevaux pour un 0 à 100 en 3 secondes 2, quelque chose comme ça. Et oui, c'est des perfs de malade, mais c'est pas le même segment. C'est le segment d'au-dessus. Et même si on parle de la Model 3, c'est encore le segment d'au-dessus. Je crois que la Model 3, c'est 4,72 m. Je me trompe, je dois me tromper. C'est peut-être, ça me paraît un peu grand. Mais c'est le segment d'au-dessus, les amis. Dans le segment des petites, dans le segment des citadines, eh bien, il n'y a pas une tonne de puissance et il faut le garder en tête. Surtout que une MG4 X-Power en VMAX. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est parce que justement, vous disiez que la VMAX est pas si importante que ça. Regardez la VMAX d'une coupe Mini SE, la version de 218 chevaux, 170 km/h comme l'Alpine. VMAX de la Barth, 155 km/h. VMAX de la i208, 150 km/h. Et si on regarde, pour aller chercher encore un peu plus loin et confronter un petit peu ce que vous disiez, si on regarde les VMAX d'une MG4 X-Power qui, on le rappelle, fait 435 chevaux, VMAX 200 km/h, Cupra Born VZ 325 chevaux électriques, 200 km/h en VMAX, ID3 GTX pour la version 290 chevaux, VMAX 180 km/h. Et il n'y a que la Tesla Model 3 en fait qui est en mesure d'avoir une VMAX à 262 km/h, mais Tesla, ils sont dans un monde à part. Mais sinon, en fait, on se rend compte que les constructeurs, et notamment les constructeurs historiques, sont assez conservateurs sur les VMAX, certainement pour éviter de cramer la batterie en 3 secondes, et aussi pour des histoires de, de maintien de température, etc. En fait, sur les véhicules électriques, les grosses VMAX n'existent pas. Et juste pour se replacer un petit peu dans le contexte réaliste, les amis, j'ai essayé la Ioniq 5N, qui est une dinguerie, et j'espère que la vidéo arrivera un jour sur la chaîne, parce qu'il y a 2-3 éléments sympathiques dedans. Eh ben, oh les copains, on parle d'un véhicule qui fait 600 chevaux. Je suis pas souvent à plus de 180 km/h sur route ouverte. Hein. On parle de route ouverte. À un moment donné, c'est sympa. Et je sais que ça flatte vos égos et que vous aimez bien avoir des gros chiffres pour vous, savoir qui a la plus grosse. Mais la réalité fait que 170 km/h, il n'est pas impossible que ça suffise amplement. Vous n'allez pas aller sur circuit pour les quelques-uns d'entre vous qui vont acheter une A290. Vous n'allez pas l'emmener sur circuit. En tout cas, pas de manière régulière. Et sur route ouverte,
ça va accélérer déjà un petit peu fort, donc ça suffit. Alors certes, ce qui se bloque, en fait, je pense que c'est cette proximité des chiffres avec une Clio RS, avec une Polo GTI, avec une 208 GTI, parce que automatiquement, on nous a tellement habitués à des gros chiffres avec les voitures électriques, que vous, dans votre cerveau, une voiture électrique, pour que ce soit justifié, sachant qu'en plus, ça coûte plus cher que la version thermique, faut que ça fusille quand t'accélères, que t'aies un 0 à 100 de malade. Sauf que la réalité factuelle, c'est qu'en fait, on est au début d'un segment nouveau. Les voitures électriques et les petites voitures électriques, c'est quelque chose de nouveau. Ils sont encore en train de tâter le terrain. On ne sait même pas s'il y a véritablement des clients qui vont en acheter. Parce que déjà, une voiture électrique classique, en termes de puissance, c'est bien. Et qu'en plus, les voitures sportives, à la base, déjà, c'était un segment de niche. Et là, tu viens mettre une approche électrique dedans. Donc, les mecs, ils sont en mode, il n'y a pas de moteur thermique. Il faut mettre un moteur thermique. Donc, les mecs, ils sont juste en train de commencer à ouvrir le marché. Je veux dire, dans un an, ça se trouve, on aura une Alpine à 290, 4 roues motrices à 280 chevaux. Je crois qu'il y a des rumeurs qui parlent de trucs comme ça. Mais là, on est au début de l'histoire. Ils tâtent le terrain, ils tentent petit à petit de développer des plateformes, des ceci, des cela. Mais si tu mets beaucoup de technologie dans la voiture, tu vas la faire encore payer plus cher que le prix de départ de 38 000 €. Et donc, forcément... je suis d'accord avec vous, c'est cher. 38 000 € prix de départ. Et les performances, oui, inconsciemment, t'aimerais entendre que c'est une version à 300 chevaux avec un 0 à 100 en 3 secondes 8, etc. Mais en réalité, pourquoi faire ? C'est ça le truc. Parce que moi, quand j'ai conduit la Ioniq 5N, je vous assure que ça ouate tellement sur route ouverte qu'une version à 400 chevaux, 450 chevaux, je ne sais pas si je le dis dans l'essai, mais je l'ai pensé très fort à un moment, ça m'aurait suffi. Pour la vraie vie, pour les vraies routes, ça suffit. Parce qu'après, t'atteins des vitesses, mon pote. Ou si tu te sors de la route, si tu fais une erreur, si quelqu'un est mal positionné à la sortie d'un virage ou d'un... Enfin bref, la violence de ce qui peut se passer si tu rentres en contact avec sa carrosserie, t'as pas envie de le vivre. Et on oublie tout ça. Et en vrai, la vraie question fondamentale qui va faire la différence concernant cette Alpine à 290, c'est est-ce que, tout simplement, dans un premier temps, c'est fun à conduire ? Est-ce que c'est une vraie expérience sportive qui fait plaisir ? Alors certes, il n'y a pas de son thermique, certes, il n'y a pas de moteur thermique, certes, la voiture, de par sa plateforme, impose certaines contraintes, la voiture est haute, etc., bla bla bla. Moi, ce qui compte, parce qu'en vrai, je ne vais pas l'acheter de toute façon, c'est juste, est-ce que on a un feeling Alpine, une identité, un plaisir de conduite, des sensations ? On débute le truc. Après, on verra s'ils arrivent à peaufiner, mais là, c'est le début. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, avec une petite citadine électrique, je peux kiffer. Et quand je me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu, ne serait-ce que dans la Barth 500E, je me dis que si les mecs de chez Renault Sport, qui sont aussi maintenant chez Alpine, etc., mettent le savoir-faire qu'ils ont mis dans toutes les autres caisses, on devrait un minimum se faire plaisir. Et c'est dans un premier temps ce qui compte. Après, pour le prix, etc., c'est chacun qui juge selon son portefeuille, ses capacités financières, etc., s'il achète ou pas. Mais dans les faits, la voiture est dans les clous, que ce soit en termes de tarifs, a priori, parce qu'on verra combien coûte une version GTS, et dans les clous en termes de performance, par rapport à ce qui est sur le marché, disponible à l'heure actuelle, et même ce qui arrivera en 2025, potentiellement. Donc, quelque part, Alpine, à première vue, d'un point de vue chiffre, a fait le job. Vous me dites ce que vous en pensez. On se voit bientôt pour d'autres discussions. Bisous.